Aujourd'hui, on va parler de La République de Platon, une œuvre philosophique majeure qui explore les notions fondamentales de justice, de politique et de société idéale. Le livre prend la forme d'un dialogue qui se déroule dans le Pirée, dans la maison de Céphale, où Socrate et plusieurs interlocuteurs débattent de manière conviviale. Parmi les personnages principaux, on retrouve donc Céphale, Polémarque, Thrasymachie, ainsi que Glaucon et Adimante, les frères de Platon. L'œuvre débute autour d'une question essentielle. Qu'est-ce que la justice ? Céphale ouvre le débat en proposant une définition traditionnelle et conservatrice de la justice, à savoir le respect des lois et des engagements que l'on prend. Cette première approche est jugée insuffisante car elle simplifie excessivement les situations complexes qui peuvent surgir. Polémarque reprend ensuite cette réflexion en avançant qu'être juste consiste à faire du bien à ses amis et du mal à ses ennemis. Socrate critique cette idée, il souligne qu'il est difficile de juger justement qui sont de véritables amis ou ennemis. Il remet également en question l'idée qu'il est juste de nuire à quiconque, car la justice a pour but l'amélioration. Thrasymachie représente les sophistes. Il intervient avec une définition plus provocante et cynique. La justice est l'avantage du plus fort. Selon lui, les lois et les normes sont créées par ceux qui détiennent le pouvoir pour servir leurs propres intérêts. La justice ne devient alors qu'un outil de domination. Cette vision réaliste et égoïste, enracinée dans les conflits politiques de l'époque, est vivement contredite par Socrate. Celui-ci démontre que la véritable justice, loin de favoriser la force ou la domination, repose sur l'harmonie et l'intérêt commun, tant au niveau individuel que collectif. Platon explore la justice à travers une analyse de la cité idéale. Il pose l'hypothèse que la justice, dans le corps politique, reflète celle de l'âme individuelle. Socrate, par l'intermédiaire de ses dialogueurs, cherche à établir que pour comprendre la justice, il est crucial d'examiner comment une société peut organiser ses structures et ses fonctions de manière harmonieuse. L'idée centrale repose sur la division du travail. La cité idéale se forme en réponse aux besoins fondamentaux des individus qui, par spécialisation, développent des compétences adaptées. Platon introduit ainsi une structure sociale composée de 3 classes. Les producteurs qui s'occupent des besoins matériels, les gardiens responsables de la protection et de la sécurité de la cité, et les dirigeants ou philosophes rois qui gouvernent avec sagesse. Cette organisation vise à garantir que chacun contribue au bien commun selon ses aptitudes naturelles. Platon met également en avant des règles fondamentales pour assurer l'harmonie au sein de cette organisation. Les gardiens, par exemple, ne possèdent pas de biens matériels, ce qui leur évite de tomber dans l'avarice. De plus, la structure familiale traditionnelle est remplacée par une forme de communauté élargie où la rivalité entre intérêts personnels est minimisée. L'éducation joue un rôle prépondérant dans cette cité idéale. Elle est conçue pour former non seulement les futurs gardiens, mais aussi pour sélectionner les meilleurs parmi eux pour devenir des philosophes rois. Cette formation équilibrée, alliant gymnastique et musique, vise à cultiver à la fois le corps et l'esprit. Platon insiste sur les vertus qui animent cette cité idéale. La sagesse, incarnée par les dirigeants, le courage des gardiens, la tempérance qui favorise l'harmonie sociale et la justice qui se manifeste lorsque chacun remplit son rôle sans empiéter sur celui des autres. Platon établit un parallèle fondamental entre la structure de l'âme individuelle et celle de la cité idéale. Il affirme que les principes qui régissent une société juste sont analogues à ceux qui organisent une âme harmonieuse. Cette logique repose sur la conception tripartite de l'âme humaine où chaque composante joue un rôle spécifique pour garantir un équilibre intérieur. L'âme, comme la cité, est divisée en 3 parties complémentaires. La première est la raison, qui correspond au roi philosophe dans la cité. C'est la partie rationnelle dont le rôle est de guider avec sagesse et de rechercher le bien. Elle est indispensable au bon fonctionnement de l'âme et doit toujours être dominante, car elle incarne la lucidité et la maîtrise. La seconde partie de l'âme est le courage ou l'ardeur, comparable au gardien de la cité. Elle représente l'élan, la volonté d'agir et de défendre face aux dangers et aux défis. Elle est indispensable pour maintenir l'ordre et protéger à la fois l'individu et la société. Enfin, la dimension des désirs ou appétits
correspond au producteur dans la cité. Elle regroupe les pulsions et les besoins matériels de l'âme, la faim, le plaisir ou encore les instincts de base. Bien que nécessaire pour assurer la survie, elle doit être contrôlée par la raison pour éviter qu'elle ne domine les autres parties. Chez l'individu, c'est dans l'équilibre de ces trois composantes que réside la justice. Une âme juste est régie par une hiérarchie harmonieuse. La raison gouverne, le courage soutient ses décisions et les désirs se contentent de leur rôle dans la satisfaction des besoins matériels. Lorsqu'aucune partie ne dépasse sa fonction ou n'empiète sur celle des autres, l'individu atteint un état d'harmonie intérieure où la justice prévaut. Comme dans la cité, chaque élément fait ce pourquoi il est naturellement destiné. Cette conception psychologique reflète la vision holistique de Platon. Une âme juste est le miroir d'une société juste. À travers cet équilibre, il révèle que la justice dépasse les simples actes et devient une question d'ordre interne, à la fois moral et spirituel. Platon accorde à l'éducation un rôle central dans la construction et le maintien d'une cité juste. Selon lui, l'éducation ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances, mais à former le caractère, l'esprit et le jugement des individus. En particulier ceux destinés à devenir les gardiens et les dirigeants de la cité. Le programme éducatif devient ainsi la véritable colonne vertébrale du projet politique platonicien. La formation des gardiens repose sur un programme rigoureux. Celui-ci vise à assurer l'équilibre entre le corps et l'âme. La gymnastique, indispensable au développement du corps, permet aux futurs gardiens de cultiver force et discipline physique, nécessaires à la protection de la cité. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également nourrir l'âme par la musique et l'éducation intellectuelle, afin de favoriser la sensibilité à l'harmonie, à la beauté et au bien. Cette dualité confère aux gardiens une grâce et une sagesse leur permettant de dépasser leur seule fonction militaire. Platon insiste également sur l'importance de protéger les jeunes esprits des influences néfastes. Il envisage une censure des récits et des mythes qui pourraient corrompre leur caractère. Les dieux, par exemple, ne doivent pas être représentés sous des traits immoraux, jaloux ou cruels, car de telles images risqueraient de déformer leur conception du bien chez les élèves. L'élimination des récits négatifs et la mise en avant d'exemples vertueux contribuent à favoriser des personnalités nobles, fortes et justes. Selon Platon, le mensonge peut être toléré lorsqu'il est utilisé comme un noble mensonge ayant pour but de garantir l'ordre et la stabilité de la cité. Par ailleurs, un système de sélection progressive est mis en place pour identifier les meilleurs individus parmi les gardiens, ceux qui deviendront les philosophes rois. Cette sélection particulièrement exigeante inclut des épreuves successives de caractère, de courage, d'intelligence et d'amour de la vérité. Les philosophes rois doivent être ceux qui, après une formation approfondie et une vie consacrée à la quête intellectuelle, sont en mesure de gouverner avec justice en mettant en œuvre leur compréhension du bien. Platon développe une vision singulière de la philosophie politique en établissant que les dirigeants idéaux doivent être des philosophes rois. Ils sont essentiels pour gouverner la cité car ils sont les seuls à posséder les qualités nécessaires pour comprendre les principes fondamentaux qui régissent une société juste, le bien, la vérité et l'ordre. Platon estime que, contrairement aux dirigeants ordinaires, souvent motivés par le pouvoir ou l'intérêt personnel, seuls les philosophes ont la capacité intellectuelle et morale de guider la cité vers le bonheur collectif et la justice. Les philosophes rois occupent un rôle central dans la République. Leur formation les prépare à transcender les opinions et les illusions du monde perceptible pour atteindre une connaissance véritable des idées et des formes, ces réalités immuables et universelles qui sont à l'origine de toute chose. Parmi ces idées, le bien se situe au sommet. Il est la mesure ultime, à la fois source et fondement des autres valeurs comme la justice, la vérité et la beauté. Le philosophe, par sa capacité à contempler le bien, devient apte à ordonner les affaires de la cité conformément à cet idéal. Platon compare le rôle du bien à celui du soleil dans le monde visible. Tout comme le soleil éclaire et rend les objets visibles, le bien illumine l'intellect, permettant de distinguer ce qui est juste et véritable. Les philosophes rois ont accédé à cette sagesse. Ils possèdent une compréhension unique des besoins collectifs et ils peuvent établir des lois et des institutions qui garantissent l'harmonie sociale. Leur mission ne se limite pas à gouverner efficacement. Ils ont également pour tâche d'assurer le bonheur des citoyens en maintenant un équilibre entre les motivations matérielles, spirituelles et intellectuelles. Platon utilise 3 allégories majeures pour illustrer sa théorie des idées et de la quête de vérité. L'allégorie du soleil, l'allégorie de la ligne et l'allégorie de la caverne.
Ces récits symboliques permettent d'expliquer la nature du bien, la différence entre opinion et connaissance, ainsi que le rôle fondamental du philosophe dans la compréhension et la transmission de la vérité. L'allégorie du soleil compare le bien au soleil, de même que le soleil éclaire le monde visible, permettant aux choses d'être perçues et de croître, le bien illumine le monde intelligible et rend possible la connaissance. Tout comme les yeux ont besoin de lumière solaire pour voir clairement, l'esprit humain a besoin du bien pour comprendre la réalité. Le bien est donc le sommet de la hiérarchie des valeurs et le principe organisateur du savoir, rendant intelligibles les autres idées comme la justice et la vérité. L'allégorie de la ligne approfondit cette distinction en décrivant deux niveaux de réalité, le monde de l'opinion et celui de la connaissance. La ligne illustre un passage progressif depuis les perceptions sensibles qui produisent des opinions incertaines liées à l'apparence jusqu'à la connaissance véritable, accessible par la raison. D'un côté se trouve le domaine de l'illusion et la croyance, celui-ci est limité à ce que l'on peut percevoir par les sens, de l'autre le domaine des idées, accessible uniquement par un effort intellectuel et philosophique. Enfin, l'allégorie de la caverne peut être la plus célèbre. Elle décrit des prisonniers enchaînés dans une caverne, contraints de ne voir que des ombres projetées sur une paroi, qu'ils prennent pour la réalité. L'un d'entre eux est libéré et après une montée difficile, il parvient à contempler la lumière du soleil, symbole du bien, et découvre ainsi la véritable réalité des idées. Cette ascension représente la quête de connaissance et le chemin ardu vers la vérité. Revenu dans la caverne, le prisonnier libéré, à savoir le philosophe, se heurte toutefois à l'incompréhension et au rejet des autres, incapable de concevoir une réalité au-delà des ombres. Ces trois allégories illustrent non seulement la nature hiérarchique de la connaissance, mais aussi le rôle du philosophe, qui doit s'extraire des illusions du monde sensible pour atteindre la lumière des idées et guider les autres sur ce chemin, malgré les obstacles. Ce triple récit métaphysique est central dans la pensée de Platon, car il relie la compréhension du bien à la mission éducative et politique du philosophe, qui est le garant de la justice et du bonheur collectif. Platon analyse ensuite les différents régimes politiques en présentant une gradation des formes de gouvernement déviées qui s'éloignent de sa conception idéale de l'aristocratie philosophique. Chaque type de régime dégénéré correspond à une perte progressive des valeurs fondamentales nécessaires à une société juste. Ces analyses mettent en lumière les dérives politiques et morales qui menacent la stabilité des cités humaines. Elles culminent dans le régime le plus destructeur, la tyrannie. La première forme dégénérée est la timocratie, un régime fondé sur le culte de l'honneur et de la force. Ce type de gouvernement émerge lorsque la classe dirigeante abandonne la quête rationnelle du bien et commence à privilégier des valeurs guerrières. Les dirigeants timocratiques, incarnés par une élite militaire, recherchent avant tout la gloire et le prestige, ce qui finit par leur faire négliger la sagesse et la justice. Bien qu'encore fonctionnel, ce régime représente déjà une déviation par rapport à l'idéal philosophique. L'oligarchie qui en découle marque un glissement des valeurs vers le culte de la richesse. Dans ce régime, le pouvoir politique est confisqué par une minorité de riches, tandis que les pauvres sont exclus des affaires publiques. L'amour de l'argent remplace progressivement l'amour de l'honneur, et l'inégalité sociale engendre des tensions croissantes. L'oligarchie est un régime instable, car elle divise la cité entre riches et pauvres, et elle ouvre la voie à une contestation démocratique. Platon critique ensuite la démocratie, un régime qu'il associe au désordre et à l'excès de liberté. Dans la démocratie, l'égalité totale et l'absence de hiérarchie conduisent selon lui à une anarchie où chaque citoyen poursuit ses propres désirs sans se soucier de l'ordre collectif. Ce règne de la liberté illimitée menace la cohésion sociale et favorise la montée d'individus démagogues dont l'ambition personnelle prépare l'avènement de la tyrannie. Enfin, la tyrannie donc, qui est considérée comme la pire des déviations. Le tyran s'impose par la force et la peur. Il domine la cité pour satisfaire ses passions et ses intérêts personnels. La société tombe alors dans le chaos et les citoyens sont réduits à l'esclavage. Pour Platon, ce régime illustre la corruption ultime des valeurs, où la justice et le bien commun sont entièrement sacrifiés au profit de la domination sans bornes. Face à ces régimes dégénérés, Platon réaffirme la supériorité de l'aristocratie philosophique, la cité idéale, gouvernée par des philosophes rois. Cette forme de gouvernement garantit la justice et l'harmonie, car elle s'appuie sur la raison et sur une quête constante du bien. En critiquant les régimes déviés, Platon met en lumière les dangers de la perte de justice et montre qu'un véritable pouvoir légitime repose sur la sagesse philosophique.
Platon conclut son œuvre par des réflexions métaphysiques et eschatologiques, notamment à travers le mythe d'Er, et incite sur la portée philosophique et éthique de la justice. Ce final élève la discussion sur la justice et la politique à une dimension cosmique, montrant que la quête de vérité dépasse le cadre de la cité terrestre pour toucher à l'immortalité de l'âme et à l'ordre universel. Le mythe d'Er, qui occupe une place centrale dans cet épilogue, offre une vision eschatologique puissante. Il raconte l'histoire d'Er, un soldat mort au combat, mais temporairement ramené à la vie pour rapporter ce qui s'est passé après la mort. Er décrit comment, dans l'au-delà, les âmes sont jugées selon leurs actions dans leur vie précédente. Les justes sont récompensés par un séjour paisible dans le ciel, tandis que les injustes endurent des souffrances dans les profondeurs terrestres. Après leur châtiment ou leur récompense, les âmes choisissent leur prochaine existence selon un processus de réincarnation. Ce choix, déterminé par la connaissance et les inclinations de l'âme, souligne la nécessité de cultiver la sagesse et la justice durant la vie, car ces vertus conduisent à un destin meilleur dans l'éternité. À travers ce mythe, Platon met en lumière l'idée que la justice ne se limite pas aux affaires humaines, mais constitue un principe cosmique conduisant à une récompense éternelle. L'épilogue de l'ouvrage relie cette vision métaphysique à la philosophie comme mode de vie. Platon affirme que la quête de justice est inséparable de la quête philosophique, qui vise à ordonner l'âme en harmonie avec le bien. La sagesse philosophique permet à l'individu de se libérer des illusions du monde sensible et de vivre en accord avec les valeurs éternelles, que seul le philosophe est véritablement apte à vivre justement. Cependant, il reconnaît également que la cité idéale, telle qu'il l'a décrite dans les livres précédents, est difficile à mettre en œuvre dans la réalité. Elle reste un modèle théorique destiné à guider la réflexion et à inspirer les efforts de réforme sociale, même si sa perfection ne peut jamais être atteinte dans le monde sensible. Je vous invite à cliquer dans le lien dans la description pour participer au défi gratuit « Être plus heureux en 7 jours ».